Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. 1 heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Vous savez qu'il y a des émissions académiques et puis il y a des émissions entrepreneuriales. C'est comme ça qu'on va faire un peu les choses. Là, ça va être une émission entrepreneuriale. Ça ne les empêchera pas de parler de sujets académiques. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti, c'est Bismart. On y va les amis, Jean-Philippe Cartier donc est avec nous. Salut Jean-Philippe, le fondateur de H8 Collection et puis investisseur dans pas mal de boîtes de la tech, parce qu'on va encore une fois parler tech. On avait promis de parler du Bitcoin la dernière fois, Jean-Philippe, donc voilà. Même s'il y a beaucoup d'actu, mais on va parler du Bitcoin. Luc Breton, salut Luc, associé Mandarina et fondateur, c'est ça Luc, de The Next Generation Summit, non, Next Generation Enterprise Summit. Next Gen Enterprise Summit. Voilà. Next Gen Enterprise Summit. Beaucoup sur management et innovation managériale. Voilà, innovation managériale. Bruno Maisonnier, salut Bruno, ancien fondateur d'Aldebaran Robotics et maintenant Another Brain, tu travailles sur l'intelligence artificielle. Avec quoi on démarre? Ah oui, patron, à vous de jouer. Alors, juste quand même le rappeler, parce que c'est intéressant, discutant avec les chefs d'entreprise, ils savent eux, dans quelle situation ils sont en fait, les chefs d'entreprise, mais comme tout cela reste quand même assez discret, même si on échange avec des pairs et tout, ils ne savent pas que leurs concurrents, partenaires, etc., sont aussi dans la même situation, c'est-à-dire une situation inouïe pour l'économie et pour les entreprises françaises. Inouïe. Ça se voit donc sur les marges les plus hautes depuis 1949. Pourquoi 1949 ? Parce qu'avant, on ne les mesurait pas. Donc c'est sans doute les meilleures marges de l'histoire de l'économie française. Excédent brut d'exploitation qui a récupéré, donc ça, merci encore à Denis Ferrand, à Rexecode qui m'apporte tous ces chiffres, qui a récupéré l'intégralité de ce qu'il avait perdu l'année dernière, quasiment au centime près. Rexecode interroge les trésoriers d'entreprise. Les mecs sont, alors je ne sais pas comment ça se passe pour toi Jean-Philippe, mais les gars sont euphoriques. Alors non, parce que c'est peut-être dans le seul secteur où ça reste encore compliqué. Et les trésoriers sont euphoriques sur la trésorerie disponible et euphoriques sur les conditions de financement. C'est-à-dire en plus ça continue. Si en plus tu as un projet, tu as besoin de quelque chose, en plus il y a encore du pognon disponible. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est là que je dis patron, à vous de jouer, c'est-à-dire, c'est une phrase d'investisseur, je crois, Jean-Philippe, easy money makes stupid decisions. Ouais, mais je ne sais pas si c'est de l'easy money, je pense que c'est de l'argent qui a été pris en mode de protection. Ouais. Si on peut, attends, quand je te parle de l'excédent brut d'exploitation, il n'y a pas les PGE dedans. Ah, d'accord. Non, c'est... l'easy money, c'est souvent fonds de garantie, chômage partiel, c'est du pognon qui va rester dans les boîtes, ça. Il n'y a pas le PGE là-dedans. Non, mais je pense que ce que tu as exprimé au départ est tout à fait juste. L'été a été exceptionnel, sans parler que du tourisme. Ouais. Personne ne peut vraiment se plaindre. Dès que tu croises, étant actionnaire, comme tu le sais, de 25 ou 30 boîtes, tout le monde est relativement content. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaignent, il faut le dire. Mais on ne peut pas le dire niveau au-dessus, parce que moi je dis... Il faut le dire niveau au-dessus. J'ai croisé quelqu'un qui a une très grosse boîte hier qui se plaignait encore d'un truc. Je lui dis, t'exagères. Enfin, voilà, je veux dire, objectivement, si on a le droit de dire merci, je ne vais pas tout mélanger en même temps, mais j'étais au Portugal, je l'ai déjà dit, quelques jours au mois d'août, et quelqu'un m'a dit j'aurais rêvé d'être français, par exemple. Bon, ben voilà, on a été extrêmement soutenus, extrêmement aidés, on a des marges records, on a une saison qui a été exceptionnelle dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, le digital, les ventes sur le web, tous les chiffres sont plutôt bons. Je suis actionnaire d'une boîte dans les compléments alimentaires, ça cartonne. Les gens font attention à eux, ils font attention à leur peau plus que jamais. Ma sœur, elle bosse chez Sephora, elle te dit c'est incroyable. J'ai parlé au patron de Dior, il me dit les chiffres sont lunaires. Oui, on peut pas dire. Voilà, on a le droit de dire que ça va bien. Ouais, on a le droit de dire que ça va bien. On vit une période incroyable et je pense que comme on s'est tous beaucoup inquiétés les 2 dernières années, on s'est tous demandé où on allait. Je pense qu'on va faire relativement attention de tout ce pognon qu'on a gagné. Oui, mais alors justement, t'en fais quoi? Parce que l'idée, c'est quand même décarboner, digitaliser, moderniser. Ouais. C'est-à-dire, c'est une occasion pour investir que vous ne retrouverez pas, les gars. D'accord. Enfin, je pense que si tu prends ma personne, j'ai fait 3 investissements importants, dont un très gros dans le sud de la France. J'ai investi dans 4 autres boîtes. On modernise nos établissements. Donc, on investit à juste titre. Et pour rebondir encore sur ce que tu disais, et les conditions de financement sont toujours relativement faciles et à des conditions de taux et des durées assez incroyables. Moi, j'ai financé sur 17 ans
sur une demande de 20 millions d'euros, dans des conditions assez rapides. On a obtenu le financement au mois d'août. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui n'existait même pas avant. Donc au mois d'août, en général, il ne se passait pas grand-chose. Bon, on l'a obtenu entre le 15 et le 18, d'accord. Voilà, donc oui, donc c'est très push. On peut encore une fois dire que Bercy a fait le job là-dessus, puisque si on en est là, c'est aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Totalement. Non mais on passe notre temps à gueuler, on peut dire franchement bravo là-dessus, puisque tout repart comme c'était prévu. Maintenant, il faut que ça dure. Bruno. Moi, je rajoute une couche. D'abord, bravo Bercy et puis tous ceux qui ont fait ça. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est génial. Mais en particulier dans ce qui me concerne plus, où j'ai un plus de point de vue, les startups, les petites boîtes, etc. Ouais. Ça arrive dans une phase où l'écosystème est vachement plus sérieux, mûr. Les entrepreneurs ont plus de plomb dans la tête, plus de réflexion, sont mieux capés, font plus attention. Les fonds d'investissement de private equity et de seed ont changé, ils n'ont plus le mindset. Donc c'est le contraire de ce que je disais, c'est de l'argent facile, mais people are not stupid. Et alors ça, j'en suis intimement convaincu. Ah mais non, mais c'est super intéressant. Je sais pas. Moi, je suis d'accord. On va parler des NFT, ouais. Je sais pas si on peut leur faire. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Il y a de l'argent, on sait en trouver, les gens, mais on sait que c'est très volatile, on sait que donc les gens vont pas faire n'importe quoi. Et moi, je vois dans les boîtes aussi. Alors, j'ai moins de boîtes que toi, moi, mais je suis dans 17 boîtes et on investit partout. Et tout le monde investit. On a un beau panel avec vous. T'en as 17, t'en as combien déjà? Pas mal. Il sait plus en fait. Et puis t'as plein de chefs d'entreprise qui ont aussi gagné un peu leur vie, ce qui fait que maintenant pardon du terme, mais pour arroser, il y a quand même beaucoup de monde qui est capable de suivre aujourd'hui sur un projet. Ça, c'est un sujet clé. Pour moi, c'est une des grandes différences entre les États-Unis et la France, qui est difficile à combler. C'est qu'il y a eu des générations de milliardaires aux États-Unis, et du coup, ils sont capables de prendre des risques sur leur fric personnel. Ouais. Et quand c'est ton fric, tu peux prendre des risques. Quand tu as des mandants, il faut que tu rendes compte à d'autres, tu es forcément beaucoup plus rationnel, et donc tu prends moins de risques. Ouais. Et donc ça leur donne un avantage aux Chinois aussi, qu'on n'a pas. Ça vient petit à petit, il va encore falloir une génération. Il y a quand même une grosse équipe de chefs d'entreprise un peu successful qui investissent beaucoup dans la nouvelle. Mais là, on reste sur la tech. Oui, mais je te parle que de la tech. Là. Ouais. Sur la tech, qui mettent des tickets de 50, 100, 150, ça représente vite 5, 6, 10 millions d'euros, ça représente vite 30, 40, 50 participations, j'en connais, on a un tour de table dont je fais partie, et ces gens-là... ils vont fortement et sincèrement parce que leur boîte à côté marche très bien et du coup voilà ils réinjectent. Donc mais cette histoire là c'est presque plus à votre mindset de patron. Je te donne la parole dans un instant, hein, Luc, mais cette histoire parce que par exemple c'est vrai dans l'industrie et les gars quand même ils doivent être aujourd'hui, donc ils se sont fait très 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 peur quand même hein, dans l'industrie, des carnets de commandes qui s'effondrent 80% comme ça, t'as des machines, t'as des people, t'as tout ça, voilà, ça a bien secoué. L'image que je prends que j'aime bien c'est un terrible accident de train. Et puis tout le monde se redresse et tout, hop, le truc est par terre, ça fume, les rails sont déformés. Putain, personne n'est mort. Oh, c'est un truc de dingue, voilà. Qu'est-ce qui... Enfin, dans leur mindset... Ils sont même en meilleure santé avant de prendre le train. Exactement. Ils arrivent à redresser le train, à le mettre sur les rails. Qu'est-ce qui ferait qu'ils ne saisissent pas cette envie d'investir? C'est-à-dire, je pense, de l'incertitude, l'idée, à un moment, ils vont me rattraper par la fiscalité ou des choses comme ça? Moi, je parle que pour moi, mais je ne ressens pas ça du tout. Je pense qu'il y a une envie d'investir, une envie de faire. Il y a en plus un petit sentiment de blocage pendant un certain nombre de mois. Donc, on le voit dans tout. On le voit dans ce fameux revenge consuming qui vaut partout, qui vaut pour l'investisseur. L'envie d'acheter, l'envie de faire une affaire, l'envie de... Voilà, moi je l'ai plus que jamais et je crois que des gens qui l'ont plus que jamais. Donc j'ai pas l'impression qu'on se... Moi je suis d'accord avec toi. C'est mon ressenti en tous les cas. La seule chose que je verrais si j'essaye de creuser pour essayer... Vas-y. C'est... on a trinqué quand même, chef d'entreprise, pendant la dernière année, les derniers 6 mois, enfin le premier semestre. On a trinqué à titre perso. Parce qu'il faut jongler dans tous les sens, parce que c'était compliqué. Et j'en vois, moi, qui se disent, je ne sais pas si j'ai envie de repartir comme ça. Voilà. Donc moi, je vois ça qui pourrait faire que certains changent de vie. Dans la cathédrale. C'était le sujet de la dernière fois. Je pense que sur les plus petites entreprises, il y a des réflexions qui se sont posées. Tiens, ça me fait penser à un truc. Mais sinon, tout le monde est à fond. Luc. Non, mais on dit souvent que les entreprises françaises n'ont pas les moyens face aux Allemands, face aux autres Européens d'investir, etc. Donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'être à l'attaque, de consolider le secteur plutôt que d'être consolidé. Pour une fois que les Français ont un peu de réserve, on fait toujours des comparatifs entre les réserves de capital
des sociétés allemandes et françaises en disant on peut pas combattre, on peut rien faire. Donc moi je pense que c'est vraiment une occasion rêvée pour le faire. Et puis moi je veux mentionner aussi la French Tech, parce qu'il y a du French Tech bashing, il y a du Startup Nation bashing tous les jours avec les présidentielles qui arrivent. Bon, on a quand même trois startups françaises là qui lèvent plus d'1 milliard. Alors allons-y, 1 milliard. Alors moi j'ai 3, j'en ai vu 2, Sorare et Miracle. T'en as une troisième Vestiaire collective, 178 millions. Ah ouais, mais petits joueurs les mecs. Ah bah, c'est magnifique. 178 millions, tu te lèves même plus. On vient même plus sur le plateau. Et je t'annonce, je le disais il y a un mois, moi je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Sunday, solution de paiement développée par les fondateurs de Big Mama, et ils ont annoncé leur levée sur une valeur de 650 millions d'euros. Ils ont levé 100 millions d'euros avec les plus. Voilà. Donc ça a été annoncé aujourd'hui. Sur les 2 dernières années, quand même incroyable. Il y a eu une transformation incroyable. Alors, il y en a un de vous, donc Sorare, je pense, vous aimez l'actualité économique, donc si vous ne connaissiez pas, vous avez été regarder quand même ce que c'était. C'est très très surprenant, c'est-à-dire Miracle à la limite, donc c'est l'autre grosse levée d'hier. Ça, je peux vous l'expliquer. D'ailleurs, l'entreprise me passionne, mais c'est les places de marché avec un sujet de souveraineté d'ailleurs. Le fondateur, enfin ils sont les deux cofondateurs de Miracle, donc qui veulent convertir notamment les grandes boîtes à mettre en place des places de marché. Ils veulent aussi fabriquer l'anti-Amazon. Il y a un sujet de souveraineté. À un moment, Amazon ne va pas être le seul et unique grand magasin du monde. Donc voilà, faut se réveiller. Mais alors, le Sorare, les NFT, là, toi qui es Jean-Philippe à l'affût de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est tech, etc. et tout, tu avais vu donc les tronches des footballeurs digitalisés qui se vendent 300 000 balles là Je connaissais parce que j'en ai entendu parler, parce que j'ai des plus jeunes et des gens que je connais qui m'en ont parlé. Après, c'est pas des sujets qui me parlent plus que ça. Mais, c'est un placement là, visiblement. C'est absolument lunaire. J'ai entendu parler de plus-value incroyable sur des tronches de joueurs digitalisés. J'ai entendu des 300 000, des 500 000, des sommes. Et voilà. Donc, quand on m'a dit ça m'intéressait. J'ai essayé de comprendre. Et pas pour la plus-value, mais pour comprendre évidemment. La boîte vaut 4 milliards et demi. Mais voilà, j'ai vu, ils ont levé 650, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ils sont 50, les gars. Et c'est absolument lunaire, mais c'est... on fera peut-être un parler avec le Bitcoin. Mais allons-y, mais c'est le monde vers lequel on va, il faut essayer de le comprendre, il ne faut pas devenir vieux con, donc il faut comprendre tout ce qui se passe autour de ça, et c'est le parfait exemple des créations de valeur qu'on peut faire sur des choses qu'on n'aurait même pas comprises il y a encore 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà. Donc c'est un beau modèle, c'est un modèle incroyable. Je comprends le NFT, je comprends toujours pas le Bitcoin, donc tu vas me dire, mais... c'est pas bien compliqué. Mais NFT... Alors NFT, non-fungible token, voilà. Donc non-fungible, ça veut dire qui dure en fait. Qui est indestructible. Voilà. Qui peut être utilisé, réutilisé indéfiniment. Voilà. Et donc vous liez à un objet numérique, ça va être un fichier audio, un fichier vidéo, un son, une image. La tronche de Mbappé. La tronche de Mbappé, une identité et un ou plusieurs propriétaires. Ouais. Et donc ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est la liquidité extrême que ça apporte à ce phénomène marchand en fait. Vous pouvez échanger ces valeurs et les trader au niveau mondial. Quand vous faites une enchère... Un tableau de maître, il est toujours à un endroit et il sera à un seul endroit. En un quart de seconde. Donc c'est l'ubiquité. C'est pareil pour le Bitcoin. C'est la même Attends, mélange pas tout. C'est l'ubiquité et puis la liquidité extrême en un clic de pouvoir échanger, trader ces valeurs. Vous avez une bourse qui est totalement décentralisée avec un coût marginal d'opération qui est proche de zéro. Qui vous permet d'avoir toute la planète potentiellement accessible à ces choses-là. Donc vous disruptez totalement les places d'enchères physiques traditionnelles, les Sotheby's et compagnie, et sur des identités numériques qui ne sont pas non plus forcément dévoilées. Donc ça permet aussi de respecter un certain anonymat que certains acquéreurs souhaitent conserver. Donc il y a énormément d'avantages. Et on voit immédiatement une espèce de bourse de valeurs, pas seulement artistiques, mais de biens numériques au sens large qui s'ouvre. Donc c'est un marché qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et qui est durable. Et de la même manière que la blockchain, moi j'en suis persuadé, viendra à bout... probablement du notariat ou de professions comme ça qui vont se faire totalement disrupter, pas que la banque, mais typiquement... Mais attends, notaire. Alors, vas-y, notaire, parce que ça, moi, j'entends beaucoup ça, la blockchain viendra au bout du notariat. Tu as toujours besoin, à un moment, d'un tiers de confiance absolue pour certifier que le terrain, il est à toi. Bien sûr. Donc, que le notaire, il signe dans la blockchain,
ou que je ne crois pas une seconde que ce soit une communauté d'utilisateurs de ta blockchain du cadastre de Clamart qui va certifier que le terrain est à toi. C'est pas possible. Je ne parle pas des notaires par hasard. Et je suis allé voir mon notaire la semaine dernière. Alors non seulement il a fallu que j'y aille avec mon épouse et qu'on a dû être physiquement tous les deux présents devant notre notaire, mais au moment de révoquer, alors en l'occurrence c'était un sujet de patrimoine et de transmission, au moment de révoquer un écrit qu'on avait réalisé il y a des années, le notaire, qui est très jeune, hein, donc c'est pas un problème de génération, il est allé chercher un grimoire, je ne peux pas dire autrement, hein, parce que le truc, la reliure se barrait, les pages étaient jaunes, il y avait des siècles, j'avais l'impression qu'il ouvrait un livre de magie, mais vraiment, il lui manquait plus que le bonnet de Merlin, et on y était, quoi, on était chez Harry Potter. Et il ouvre ça, il écrit, et il me demande de signer, enfin je veux dire, mais où on est, quoi, on est en 2021, c'est absolument qui doit incroyable. moderniser son truc, ok, mais lui, il sera toujours le tiers de confiance assermenté pour... je reprends mon histoire du cadastre, dire telle parcelle du cadastre. Mais oui, mais lui ou sa fonction. Il appartient à Luc lui Breton. ou sa fonction, mais peut-être plus lui intuité personae, peut-être plus lui domicilié à tel endroit, et qu'il faille aller voir physiquement. Ah oui, et tout ça, c'est un problème de fluidité, de coût marginal. D'accord. Et tout ça aujourd'hui génère des aspérités et des frictions démesurées qui coûtent extrêmement cher et qui freinent la fluidité du marché globalement. Bruno. Tu as une grande partie du monde qui, pendant encore des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, voudra avoir confiance dans une personne, n'a pas confiance dans tout le reste. Enfin, moi, je suis désolé. Depuis que je ne vois plus mon banquier, je me sens beaucoup plus libre. Ouais, mais t'es dedans, beaucoup plus mais Luc, tu as dirigé le technocentre d'Orange, de qui on parle. C'est comme si tu disais, il y a 5 ans, il y a des gens qui veulent toujours pas payer sur le digital. Exactement. Mais j'entendais ça au début d'Internet. Moi, j'avais une boîte dans le web et je voulais pas payer mon billet d'avion. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite. Moi, je crois qu'il y a une question de confiance. La question de fond, c'est la confiance. Et je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui mettra très longtemps avant d'avoir une confiance. Reviens sur NFT. De plein de confiance. Revenons sur NFT, là. Bruno, tu découvres ça comme moi, d'ailleurs. Moi, je découvre, je connais pas ça. Je dois dire, je suis assez sidéré. C'est-à-dire, alors, je connais absolument pas l'art moderne, mais je vais acheter un Rembrandt, en fait. Je peux fédérer une sorte de communauté d'1 million de gars, et ensemble, on va s'acheter le Rembrandt. Absolument. Il sera à nous. On sera les seuls à le voir. Tu vas pouvoir attacher une infinité, de multiples identités numériques à un objet. Voilà. Exactement. Avec un smart contract. J'en ferai mon fond d'écran et je serai le seul à pouvoir en faire mon fond d'écran. 1200. Non, pour le Rembrandt, il faudra qu'on soit un peu plus de 1200. Non, mais oui, mais c'est. Bon, mais alors, attends, parce que Bitcoin. Vas-y. J'ai un Rembrandt. Bitcoin, j'ai rien. T'as rien, J'ai rien. J'ai une vague valeur de confiance définie par, pour l'instant, ceux qui décident de continuer à acheter du Bitcoin. Quand tu regardes ton compte bancaire et que tu as écrit de l'argent dessus, tu crois que tu as quoi ? Non mais je te pose la question, t'as quoi ? Il est où l'argent ? J'ai 2000 ans d'histoire. D'accord, t'as 2000 ans. J'ai l'histoire monétaire de la France, de l'Allemagne. Mais d'accord, enfin bon Dieu. Et un certain nombre de stocks d'or. Oui, d'accord, mais même pas. J'ai l'histoire de la nation, et tu sais ce que j'ai à la fin ? À la fin, j'ai des flingues et des porte-avions quand même. Parce qu'à un moment, le gars qui voudra mettre en péril le système financier européen, ça va pas se passer comme ça. Le Bitcoin, j'ai rien. Non, mais ok, tu considères que tu n'as rien, mais tu es possesseur de ton Bitcoin, au même titre que tu peux avoir ton Ethereum. D'accord, mais il est appuyé sur rien. Il est appuyé sur aucun sous-jacent, comme on dit. Il est appuyé sur des échanges qui se font entre tous les particuliers, au même titre qu'ils se font sur ton token, sur ceux qui veulent échanger la carte. Ou des échanges. C'est la même chose. Si je veux vendre mon Bitcoin en un quart de seconde, il est vendu en un quart de seconde. Jean-Philippe, je peux le transférer en euros. Et je peux le transférer en euros. Des échanges qui ne servent à rien d'autre qu'à faire monter la valeur du truc, à spéculer. En bouffant quand même une quantité d'énergie considérable. Non mais d'accord, mais je pense que parce que là tu vois, c'est une question court-termiste. Aujourd'hui, c'est grâce à la blockchain, grâce à tout ce qui va se passer, quelle va en être son utilité ? Je te redonnais l'exemple du Salvador, qui a fait une monnaie pour combattre par exemple le dollar et pour éviter d'avoir cette extraordinaire dépendance à cette monnaie qui fait foi depuis, qui s'appelle le dollar. Jean-Philippe, le chef d'entreprise responsable et libéral que tu es, j'ai du Bitcoin. Va aller voir la situation du Salvador. Et tu vas me dire si tu penses que c'est un modèle de développement. Je te dis pas, je te dis que c'est un... Ah bah si. Je te dis qu'en tous les cas, pour être moins contraint par des monnaies comme par exemple le dollar,
Je considère que le Bitcoin et les monnaies numériques sont des monnaies clairement d'avenir et qui sont beaucoup plus sécurisées que tu veux bien le croire, et qui sont beaucoup plus sécurisées. C'est pas la sécurité mon sujet. Mon sujet, j'ai toujours pas de réponse à ça. C'est, ok, j'achète un appartement dans le monde du Bitcoin, qui me fait le crédit ? J'achète un appartement dans le monde du Bitcoin. Qui me fait le crédit ? Parce que globalement, c'est la disparition des banques. Donc, qui va faire le crédit ? Et on me répond, ce que me répond Pierre Noisa, le formidable Pierre Noisa, créateur de Paymium, il me répond la communauté. Bah oui. Ouais, d'accord. Je vais peut-être d'abord garder la Société Générale. Comme des dizaines de milliers de levées de fonds qui se font maintenant de cette manière-là. Exactement. Mais tu te rends compte pour le coup là de la difficulté, de l'ensemble des frictions que tu mets dans le système si je peux plus aller dans une banque négocier mon crédit ? Moi, je crois pas. C'est pas ma manière de voir les choses à moyen long terme. Excuse-moi. Vas-y. Moi, je suis à fond dans la techno. Enfin, j'investis dans des boîtes qui vont faire des villes sur Mars. J'investis dans des boîtes. Donc, je suis à fond là-dedans. Mais c'est pas parce que je suis là-dedans que tout ce qui est techno me fait pétiller les yeux, etc. Les NFT, je connaissais pas spécialement. Je connais pas. Je suis pas sûr que les gens aient confiance, parce qu'il y a des choses qui sont profondes, qui sont lourdes, qui sont culturelles, et confiance facilement dans ces systèmes complètement digitaux et tout. Le Bitcoin, moi, j'ai essayé, parce que j'avais un neveu qui m'expliquait, mais t'es qu'un compte, t'es qu'un vieux compte, t'es pas... Donc j'ai essayé, voilà, et puis j'ai mis de l'argent, pouf, ça s'est tout cassé la figure, j'ai tout perdu. Mais non, il fallait le garder à ce moment-là. Regardez. Bah donc t'es riche alors. Et dès que c'est remonté au niveau où c'était avant, j'ai vite revendu. Bon, après, c'est remonté, c'est rebaissé. Bon, mais ça c'est une monnaie purement spéculative. Pour moi, c'est ça. Donc c'est ce que tu dis. Est-ce que tu l'as traité comme tel ? T'en as acheté, tu t'es pas posé de questions et tu l'as vendu. Mais peut-être que ça vient. Mais quand tu faisais un. le lien par rapport, par exemple, au crowdfunding, je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, moi, j'ai investi pas mal en crowdfunding dans différentes boîtes et tout, mais quand tu investis, tu perds. Enfin, tu acceptes de le mettre pour le truc. Tu as envie d'aider des gens à soutenir un projet, etc. Mais je ne vais pas utiliser ça pour m'acheter une maison. Je ne vais pas utiliser ça pour un crédit, pour des choses sérieuses. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, Je pense que c'est une question de confiance qui va mettre vachement plus longtemps que ce que tu crois. Encore une fois, moi, je le considère comme une monnaie. Toi, non. Donc, je considère ça comme un jeu. Tu vas dire, je vais acheter un Bitcoin, il a monté, il a perdu, mon neveu m'a demandé d'en acheter, j'ai fait le con, j'ai perdu 10 000. Admettons, je résume un peu ton schéma. Moi, je considère que de par le blockchain et de par la sécurité que ça apporte, ça devient une monnaie d'échange. Moi, je fais des deals en Bitcoin, j'ai acheté une montre en Bitcoin, j'ai été livré de ma montre en Bitcoin que j'ai acheté en Allemagne. C'est sécurité, ça prend une demi-seconde, les frais de transaction sont quasiment, ce que tu disais tout à l'heure, plus ou moins égal à zéro, et je me sens... pas plus ou pas moins en sécurité que de le faire avec ma banque. Il y a un anonymat qui est beaucoup plus important que ta banque. Aujourd'hui, c'est Monsieur Cartier, pourquoi vous envoyez 42 000 euros ? Et pourquoi en Allemagne ? Et pourquoi une montre ? Et à qui ? À quoi ? C'est mon argent, je peux faire un virement, non ? Non, ça marche pas comme ça. Donc moi, je trouve que cette... Je veux pas être celui qui est con. Non. Vas-y, fini, Jean-Philippe, parce que... Non, mais attends, la transaction, parce que c'est du troc que tu nous décris là. Ouais, c'est pas du troc, t'achètes avec... Un Bitcoin contre une montre. Non, c'est pas un Bitcoin, c'est une valeur. Le système financier, la création monétaire... La création monétaire, c'est le crédit. Le système financier, c'est le crédit. Donc, avant que tu puisses dire que c'est une monnaie, moi, je voudrais du crédit en Bitcoin, avec du taux d'intérêt calculé en Bitcoin. Qui va te garantir ça ? C'est le cas déjà, c'est-à-dire sur Ethereum et toutes les plateformes, on peut avoir du crédit en Bitcoin et le crédit est amené par un individu, par la communauté, et il est rémunéré pour cela. Et on est sur des taux bien plus intéressants que les banques. Et donc, moi, je rejoins vraiment ce qui était dit. C'est sur quel taux ? C'est moins de 10%. Enfin, c'est quelques pourcents. Moi, je suis à moins de 1% sur les banques. Tu vois. Oui, mais ça dépend ce que tu achètes. Si c'est du crédit conso ou du crédit immobilier. Je viens de dire que c'est plus intéressant que les banques. Non, mais là, c'est une période d'argent gratuit. Non, forcément, ça coûtera moins cher. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, c'est évident. Et moi, là où je te rejoins, c'est que l'intérêt de Bitcoin, c'est la transaction. Enfin, c'est d'utiliser Bitcoin pour améliorer la transaction, la fluidifier, la rendre moins chère, aller sur un coût marginal. Et voilà, et on n'est pas obligé de rester sur Bitcoin. On peut juste faire sa transaction, sortir, et à ce moment-là, le risque, encore une fois, n'existe pas. Tout ça est passionnant, et puis on continuera ce débat. Mais la création monétaire, la monnaie, la banque, elle est dans son bilan comptable de l'ensemble des crédits qu'elle distribue. Enfin, c'est pas par hasard quand même si on a créé les établissements bancaires. Ils n'ont pas été créés d'ailleurs par les autorités. Ils ont été créés par des Vénitiens qui, à un moment, se sont dit il y a besoin d'un tiers de confiance absolue pour faire circuler la monnaie. Parce que, exactement. L'outil numérique n'existait pas. Mais oui, mais personne ne prend sur son bilan.
Non, mais si, celui qui te prête l'argent, il prend le risque. Sauf qu'il prend une partie de ton risque et fédéré sur des centaines ou des milliers de porteurs, ça distribue le risque. Et puis, un autre exemple qui, moi, me fascine, c'est l'État du Wyoming, là, qui utilise maintenant la blockchain pour permettre à potentiellement une infinité d'investisseurs de créer contrat et de créer entreprise immédiatement sur la blockchain. Donc c'est le même type de risque, mais sur un contrat d'entreprise avec une mission, et ça a une valeur d'entreprise au même titre que la SARL aux États-Unis. Bon. Et donc ça, c'est pareil, fluidité, capacité de créer une entreprise en quelques secondes. On imagine tout à fait qu'on peut créer une entreprise pour un projet donné, l'éteindre si ça n'a plus d'intérêt, continuer à la développer en ouvrant le capital. Il n'y a plus de friction, quoi. Enfin, pour moi, pour en avoir créé 2 coup sur coup, là, il n'y a pas beaucoup de friction quand même. Enfin bon, bref, je referme. Ça marche quand même bien. Attends, juste un mot, puisque après on va marquer une pause, mais j'avais gardé ça pour toi quand même, Bill Gates qui investit dans l'hôtellerie de luxe, là, c'est visionnaire. Déjà, il était déjà actionnaire de Four Seasons. Oui, mais là, il prend tout. Là. Non, il avait 20%, 25%. Non, il avait 47%. Ouais, bah alors tu vois, voilà. Non, il a bossé, merci. Il a pris 80 ou majoritaire. Ouais. Je pense que l'hôtellerie fait partie des secteurs, je le vois même dans la restauration un peu haut de gamme. Tous les grands patrons ont envie d'avoir leur groupe hôtelier, leurs hôtels. C'est un secteur dont les multiples ont explosé, qui était un peu un secteur délaissé il y a 20 ans. Tu étais un peu l'hôtelier, tu étais le commerçant. Maintenant, si tu n'as pas ton hôtel, t'es has-been. T'es un peu has-been. Non, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu regardes les hôteliers. T'as raté ta vie si t'as pas ton hôtel. Non, c'est un peu ça. Et puis, il y a une impression pour ces gens-là, et je peux à beaucoup plus petit niveau, évidemment, c'est ce que j'ai fait. Tu as une impression aussi de patrimonialiser, d'avoir un peu du dur, d'avoir des choses un peu plus concrètes. Et dans un environnement où on parle autant de Bitcoin que de prise de risque sur le digital, je pense que l'investissement d'un Bill Gates en se disant j'ai Four Seasons, ça paraît un investissement concret, solide, dans le dur. C'est un beau groupe, Four Seasons, c'est puissant. C'est un groupe extraordinaire, c'est pour moi une des plus belles chaînes de luxe mondial. Oui. Donc je pense que c'est un beau groupe. Alors après, il y a beaucoup de belles chaînes, il y a Belmont, il y en a d'autres, mais je pense que Four Seasons, c'est un fleuron absolu sur lequel il a mis la main. Donc je pense que c'est un bon investissement de Bill. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une logique aussi derrière ça, qui est d'assurer un revenu plus long terme, plus sécure, etc., pour l'ensemble de ces opérations, de ces fondations, de tout ce qu'il fait, qui est grandiose, que je trouve génial, impressionnant, mais qui nécessite des capacités à long terme, quoi. Écoute, je pense que je ne peux pas te répondre là-dessus. Je pense qu'après, s'il avait 45%, d'en prendre 80% et de prendre Four Seasons, dans le cadre d'un portefeuille comme Bill Gates, ça va très bien. Tu sais, moi, l'image de Bruno, je l'avais utilisée une fois, c'est-à-dire que tu considères quand même globalement, tu paries sur un enrichissement global de l'ensemble de la planète, des classes moyennes et notamment des classes moyennes émergentes. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce pognon devient une sorte de matière première et l'hôtellerie de luxe, c'est la raffinerie en fait. C'est vrai. C'est une raffinerie de matière première. C'est vrai. C'est ça. Donc ça, c'est ça. Hein, et tu peux aller, pardon, pas de digression, mais sur le luxe. Moi, quand on m'a donné les chiffres du luxe, de manière précise, de chiffres de septembre, du mois d'août, de cet été, de gens qui y travaillent, je suis tombé par terre. Mais tu te dis, c'est pas la première chose que tu vas acheter quand tu sors de ces 2 ans, je dis n'importe quoi, un sac X de telle marque de luxe. Bah si, voilà, et pas qu'en Chine. Voilà, j'ai eu les chiffres d'une grande boutique de luxe dans le sud de la France, et m'a dit on a fait x4 par rapport à il y a 3 ans. Voilà. Et on parle en dizaines de millions d'euros. Et sans les touristes américains. Et sans les touristes américains, et sans trop d'Européens quand même. C'est ça. 70% de Français. Voilà. Non mais je te dis, inouï. Et l'hôtellerie de luxe, ça va dans ce sens-là. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart les amis, et l'idée quand même du débat, c'est de vous amener, même vous entrepreneurs, sur des sujets qui ne sont pas forcément... Moi j'ai envie d'avoir des visions entrepreneurs. C'est ça qu'on va faire quand même, ça me permet de l'expliquer d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je ne veux pas que les débats de société, les grands débats qui intéressent les citoyens, n'ont pas forcément à être préemptés par les professionnels de la parole, qui tous ne sont pas des créateurs de richesse, on va le dire comme ça, tu vois, qui n'ont pas forcément signé beaucoup de fiches de paie ou de contrats de travail dans leur vie. Donc ça m'intéresse, moi, de savoir ce que ceux qui ont signé des fiches de paie et les contrats de travail ont dans la tête. Donc je vous amène sur les sous-marins. Je ne sais pas comment vous regardez cette histoire-là. Bruno, tu as réfléchi à l'histoire des sous-marins? Est-ce que Beaucoup. L'histoire des sous-marins, et au passage, on en parle dans l'entreprise.
de ces sujets, de ce que ça veut dire. Et chez Another Brain. Ouais. Ah, mais ça m'étonne pas. Parce que je trouve que c'est important d'aider toute une génération de plus jeunes à s'enrichir en réflexion, etc. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le bouquin Le piège de Thucydide. Lisez-moi ça, c'est un bouquin incroyable. On a beaucoup entendu parler. Etc. Moi, je l'ai lu il y a 4 ans. Et ce que je vois entre le conflit qui est en train d'arriver, ça s'appelle, le sous-titre, c'est Vers la guerre, entre les États-Unis et la Chine. Et là, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ne voit pas un petit pas qui se franchisse dans ce sens-là. Et moi, alors, on peut en parler de ce sujet, mais je vais remettre sur un autre sujet. Moi, je suis européen convaincu, parce que je pense que c'est... on peut en parler de plein de choses, mais vous êtes, je pense, d'accord avec ça. Pour la première fois de ma vie, quand j'ai vu la réaction des Allemands et de l'Europe à ce truc-là, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse un Frexit. Mais ça va pas, non. Attends. Oh, mais non, mais dis pas oui, comme si t'étais... Écoutez, j'ai pas dit oui, pardon. Non, absolument pas dit oui. Sérieusement, pas ça. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas encore dit. Parce que ma question, il y a l'économie, etc., bien sûr, mais fondamentalement, ce qui se passe là derrière, sur les réactions européennes, c'est l'Allemagne qui reste avec les États-Unis, qui veut suivre les États-Unis. C'est une évidence. Et donc, si nous, on veut une certaine Europe, et les autres ne veulent pas de cette Europe-là, donc mon sujet, c'est pas du tout les mêmes choses que ce que tu entends à droite. Bruno, mais si on les Allemands ne veulent pas la même que nous, est-ce qu'on les a embarqués à un seul instant, dans l'ensemble de nos réflexions militaires depuis 50 ans, les Allemands et les autres Européens? Non, jamais. Je ne sais pas. Je pense qu'on a beaucoup essayé. Tu peux pas d'un côté être l'espèce de fier à bras de l'OTAN. C'est-à-dire, depuis De Gaulle, on est les fiers à bras de l'OTAN, tu vois. Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Membre Conseil de sécurité des Nations Unies. Tiens, le partage du siège de membres du Conseil de sécurité aux Nations Unies, ça n'aurait pas été un geste d'une puissance dingue, ça, à offrir aux Allemands, par exemple, à un moment? Tu vois, c'est-à-dire, on peut pas... À l'Europe. À condition qu'elle ait envie. Non, mais peu importe. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, on peut pas... Mais pas peu importe. Parce que je pense que... On n'a jamais eu une vision européenne de notre défense. Voilà. Nationale, toujours, souveraine. Mais c'est pas nous qui ne voulons pas. Bien sûr qu'on se défend et qu'on a une question de souveraineté. Bien sûr, et c'est normal et c'est très bien. N'empêche que, on a essayé à 25 reprises, puis je suis en contact avec pas mal de gens à l'état-major ou à d'autres, on a essayé à pas mal de reprises, peut-être en s'y prenant mal, peut-être, mais on est dans une fin de non-recevoir, parce que fondamentalement... Bon, mais tu t'es calmé, tu veux plus de Frexit maintenant, t'as eu une petite réaction comme ça, et puis voilà, t'es revenu, bon... Ouais, mais c'est une question quand même. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand Merkel s'entendait pas avec Hollande, on s'est dit c'est le problème d'Hollande. Quand elle s'entendait pas avec Sarkozy, on a commencé à se poser des questions. Et comme elle s'entend pas non plus avec Macron, moi je pense qu'il y a un problème côté allemand. Je pense qu'on a des présidents qui sont un peu jacobins et qui probablement ont leurs défauts. Enfin, l'Allemagne, au final, quand vous regardez ce qui a été conclu sur les derniers discours bilatéraux, c'est d'une pauvreté à pleurer. Enfin, c'est d'une tristesse totale. Les discours de Cologne, etc., ou d'Aix-la-Chapelle, il n'y a rien dedans. C'est du blabla. Et je pense qu'on a un problème de partenaires. Depuis De Gaulle à Adenauer, on n'a plus rien fait, véritablement. Moi, je suis un franco-allemand déterminé, convaincu jusqu'au tréfonds de mes pores. Moi, j'irais même jusqu'à fusionner les pays. Moi aussi. Pour vous dire, je l'ai prôné pendant longtemps. Je l'ai écrit dans des articles de tribune dans la presse. J'ai des très bonnes relations avec l'ambassadeur d'Allemagne en France qui lui aussi pousse dans ce sens, comme on peut l'imaginer. Et je pense qu'il y a un blocage côté politique allemand. Moi, j'ai hâte de savoir si le successeur de... Tu crois qu'il y a un seul de nos dirigeants français là qui accepterait une fusion des pays? Non, mais ça c'est extrême. Kohl et Mitterrand travaillaient là-dessus. Oui, Kohl et Mitterrand. Enfin, il y a une tradition. Il y a une tradition française désormais ancienne là-dessus. Je pense que sans en arriver jusque-là, il y a énormément de choses à faire entre ces deux États-là. Et qu'aujourd'hui c'est totalement bloqué, et les Allemands, de mon point de vue, sont ceux qui bloquent, puisque l'alternance s'est produite de notre côté, pas du côté allemand, et ça marche toujours pas. Jean-Philippe? C'est que mon humble avis. Ah, mais c'est le principe du truc. Il y a deux sujets en un. France-Allemagne, il suffit d'avoir vendu ta boîte à un groupe allemand, ce qui était mon cas avec Serge Springer, pour comprendre bien les différences. Juste l'avoir fait une fois, et pour comprendre que la manière dont ils nous appréhendent et pas tout à fait conforme à peut-être que nous, voilà. Donc, ils nous prennent de toute façon toujours un peu plus avec une certaine forme de condescendance et bon, les Français, vous êtes sympas, vous êtes machin, mais si je t'ai acheté ta boîte, voilà, je l'ai vécu, j'ai beaucoup de respect pour les Allemands, en plus j'ai vendu, mais il est vrai que c'est compliqué, voilà, ils ont un rapport à la France qui les rend
plus puissant, plus solide, plus serein par rapport à nous. Il faut l'avoir vécu pour le savoir, je l'ai vécu, ça n'enlève rien, et c'est comme ça. Donc tant qu'ils nous prennent un peu, pour là, comme on parlait moins bien anglais qu'eux, tout, n'importe quoi, moi je fais un deal, ils te regardent des fois, voilà, c'est vrai. Donc moi je l'ai vécu. J'ai cette même expérience avec les rapports de grands groupes. Donc c'est particulier, je suis allé à Berlin 20 fois, je connais, j'ai vécu. Donc déjà, pour qu'il y ait un rapport égalitaire, faut qu'il y ait un ressenti égalitaire entre les gens et qu'il y ait le même niveau. Pour ce qui est des sous-marins, encore une fois, je ne suis pas expert en géopolitique, mais j'ai un avis. Déjà, la première chose, c'est que tous les mecs qui pensaient que Trump, c'était sa technique, c'était un grand méchant et que l'Amérique, ça allait revenir des grands gentils et il y a absolument rien qu'il est sympa, Biden et tout, il nous a fait ça. Il n'a pas appelé un quart d'heure avant, il a dit fuck, il l'a fait à sa manière, mais il a fait un gros fuck. Appeler, c'est chaud, et il est passé pour un... Voilà. Et là, ça prouve que la méthode, elle n'a pas changé, qu'elle a l'air plus policée, qu'elle a l'air plus sympa avec les Ray-Ban et plus, il y a moins de gros mots. Mais pour autant, c'est strictement la même. Et moi, j'ajouterais que ça n'a pas changé depuis Obama. Voilà, absolument. Point 1. Mais bon, moi, je préfère à la limite, au moins Trump, tu le savais la veille. Bref, il avait fait 4 tweets, et au moins, tu étais au camp que tu l'avais prise. Bon, c'est toujours plus agréable de le savoir. Le tweet, le Drian, le petit mot de Drian est sympa. Ouais, mais le mot de Le Drian, mais diplomatiquement, il est un peu con, le mot de Le Drian. Mais oui, et voilà, bon, diplomatiquement, c'est pas très malin. Bref, mais peu importe. Point 2. Et j'en reviens à ton point, et c'est marrant parce que tu l'as déjà cité la dernière fois, et comme j'écoute avec intérêt ce que tu dis, et sur la Chine, tu m'avais déjà donné ce nom de livre, et je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu, pas te mentir, mais je vais le faire. Et pour autant, je trouve qu'il y a une escalade entre les USA et la Chine qui est réelle. Et là, le coup des sous-marins, c'est clairement une montée d'escalade entre les relations, la tension des relations entre l'Amérique et la Chine. Donc c'est pour moi de la géopolitique. Je ne sais pas si les sous-marins sont mieux, moins bien, plus chers, moins chers. Ça, c'est même pas mon sujet. C'est l'Australie, l'Angleterre, les USA qui se mettent clairement dans une espèce, je sais pas, mais moi j'appelle ça comme ça, de guerre froide avec la Chine. Nous, comme on est un peu plus timorés, qu'on est français, on n'aime pas trop les emmerdes. On est déjà un peu, depuis qu'on a refusé l'invasion, on était contre l'invasion des USA en Irak en 2003. Nous, on passe pour un peu des lâches, pour des faibles, on n'est pas des combattants. Et aujourd'hui, nous, il y avait... Pas des lâches, des faibles, des gars qui à un moment vont nous emmerder. Vis-à-vis des Américains, moi je te dis pas, moi j'étais pas pour l'invasion. Non, l'impression qu'on donne, on est les Français. À un moment, on va faire chier. Voilà, et pour conclure, nous, on veut pas du tout les relations, on veut des relations un peu entre les deux avec la Chine. On essaye quand même d'être un peu plus mi-figue, mi-raisin. L'Amérique, elle s'est mis frontalement avec l'Australie, c'est clair, voilà, il y a deux blocs. Il y a le Commonwealth. Mais voilà. Ils sont pragmatiques, les Américains. Moi, je les admire pour ça. Ils sont pragmatiques, ils font leur truc. Et on voit, ça montre bien que nous, on compte pas pour eux, contrairement à ce que notre non, mais pourrait bien nous Bruno, dire. j'insiste là-dessus. Tu peux pas, depuis 50 ans, un peu plus même, jouer au chat et à la souris avec l'OTAN et penser qu'à un moment où, effectivement, les périls sont en train de monter, les Américains, les Australiens et les Anglais vont te prendre dans l'alliance. Légitimement, tu pourrais y être. Effectivement, tu as la Nouvelle-Calédonie, tu as tout ça, etc. Légitimement, tu pourrais y être. Mais simplement, depuis 50 ou 60 ans, à chaque fois, on a un problème avec toi. Quand il y a eu les tensions les plus fortes de la guerre froide, et tu parlais des années 80, les euromissiles, etc. et tout, à chaque fois, c'est pas clair ce que fait la France et ce que veut la France. Bon, on le paye d'une manière ou d'une autre. Ça me choque pas que les Américains disent nous on fait notre truc. Et voilà. Moi, ça ils auraient pu prévenir la veille. C'est la méthode qui montre dans quelle. Oui, ça c'est vrai. Comment ils nous considèrent. On n'existe pas pour eux. Et si ce n'est un peu de diplomatie, mais on est. C'est pas grave, mais il faut qu'on le sache. Est-ce que ça nous amène sur le terrain de la souveraineté digitale, terrain qui t'est très cher, Luc? Moi, j'ai une question, alors là aussi, au chef d'entreprise que vous êtes. Donc, OVH fait son introduction en bourse, par exemple, etc. Et tout. Je suis aujourd'hui en charge de la commande publique. Donc, c'est par exemple l'histoire des données de santé hébergées par Microsoft. Est-ce que je choisis le meilleur, mais il est américain, je prends toutes les garanties possibles, mais enfin, il restera américain? Ou est-ce que je dégrade un peu mon service, parce que c'est ça quand même assez souvent la question, pour choisir un Européen? Non, mais ça, c'est totalement bidon. C'est bidon comme question? La façon dont tu viens de l'énoncer est bidon. C'est-à-dire que non, il n'y a pas besoin de dégrader le service, et non, les besoins ne sont pas à ce point futuristes pour 99,9% de l'économie européenne. Donc tous ces arguments-là, c'est du blabla, c'est du bidon, ça ne tient pas. Aujourd'hui, OVH est classé par Forrester dans le cadran magique tout en haut. C'est quoi Forrester? Forrester, c'est comme Gartner, si tu veux, c'est les agences de notation des benchmarks du business. Qui fait le mieux le job pour l'infrastructure, le cloud, l'infrastructure as a service, le software as a service et toutes les couches qui sont entre les deux.
Bon, donc OVH n'a pas de problème, ils ont 5e dan de cloud dans toutes les dimensions, et en plus l'État a fait quelque chose de sympathique, c'est qu'ils ont lancé un label de sécurité français et européen avec Secnum, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a que OVH qui a ce niveau de sécurité et de localisation des données. Donc là, les GAFAM ne sont même pas concernés. Donc je dirais, non, tout ça, c'est du blabla, c'est des articles pour enfant sage. Et ce qu'il faut, c'est simplement orienter la commande publique massivement, tout de suite. Les Américains récupèrent les sous-marins et ne pensent même pas à nous passer un coup de fil. Et nous, on se demande si en Europe, on a le droit d'orienter la commande publique. Je ne parle même pas du privé. La commande publique, moi, j'ai lancé une initiative IT50+, il y a 1 an, avec des entrepreneurs, parce que je me suis dit, au moins là, ça peut percuter le réel. Et je disais, si les entrepreneurs qui s'engagent sur la page du site le font, engager en 3 ans 50% de mes dépenses IT vers des acteurs français et européens, la commande publique doit le faire, c'est à peu près nos impôts. Et donc, on le fait tout de suite, demain. Alors, un entrepreneur que je connais bien, patron de l'Inagora, me dit, j'étais dans l'avion avec Macron, je lui en ai parlé, il trouve ça important, etc. Je dis, alors, faisons-le, mais demain, faisons-le tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui nous... Pour toi, il n'y a pas de compromis à faire, parce que mon argumentation bidon, c'est celle du ministère de la Santé, quand même. Mais on est des bisounours éternels en Europe, de la même manière que Merkel et Hollande se sont aperçus qu'ils étaient écoutés par le réseau échelon et se sont offusqués à Bruxelles comme des vierges effarouchées. C'est à mourir de rire. Et cette histoire des sous-marins, c'est pareil. On fait les éplorer devant les caméras, on en est presque à pleurer. Mais c'est le business, c'est la géopolitique, c'est la réalité aujourd'hui. Il faut donner des coups, il faut prendre des décisions et il faut les mettre en œuvre tout de suite. Et donc l'Europe, de ce point de vue-là, il n'y a pas à réfléchir. Et la France en particulier. Orientons tout de suite 50% de la dépense publique. La patronne de French Web, de la French Tech, expliquait que si on orientait quelques pourcents de la dépense des grands groupes, elle ne parlait même pas de la dépense publique, vers les startups ou les entreprises innovantes, on crée de facto, by design, des géants du numérique. Donc t'imagines si la commande publique passe à 50%. Ouais, mais moi j'insiste sur la commande publique parce que les grands groupes, ils n'ont pas, bien sûr, ils n'ont pas à faire de choix. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je focalise là-dessus. Donc oui, il faut le faire tout de suite. OVH devrait être 10 fois plus gros que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et puis honnêtement, les espèces de souveraineté où on utilise du Microsoft ou du Google, qu'on le repeint avec une autre couleur et qu'on le met sur des data centers qui sont localisés, en fait c'est pareil, c'est n'importe quoi, c'est juste prendre les gens pour des idiots, tout simplement parce que on se fout de savoir si les racks de serveurs sont à Paris ou à Berlin, s'ils sont contrôlés depuis Redmond. Bon, ça clôt le vote du jury danois, comme on dit. Je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord. Bruno, je suis plutôt d'accord aussi. Bon, voilà, le sujet est réglé. Alors, Merci, camarade. Non, mais il a bien argumenté, il a bien bossé. Ah, oui, non, puis c'est son combat. Quand même. Globalement, c'est. Voilà. Et puis, pour rebondir, on peut même le faire en 2 phrases. C'est tellement pragmatique, c'est tellement logique. Puis accessoirement, Et puis OVH, ce que tu viens de dire, pardon, mais je rebondis sur ton dos. OVH, ça fait largement le job. Donc, on n'a pas. Pour 99% des besoins, ça va bien. Donc, on n'est pas là en train de faire des tests de compétences à 0,1% de rapidité. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, parlons des choses cohérentes. Pour les quelques pourcentages où ça ne fait pas le job, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils progressent pour que ça le fasse. Mais voilà, exactement. Et ils vont avoir les moyens de le mettre en œuvre. Mais par contre, on va revenir sur un débat avec l'Allemagne, parce que ça, commande publique, ça veut dire un certain protectionnisme d'une façon ou d'une autre, et le pays qui, lui, exporte le plus possible, il n'a pas envie d'avoir les rétorsions des autres qui vont dire, puisque vous faites du protectionnisme... C'est même pas du protectionnisme, c'est assurer de la diversité. Il y en a qui vont pas aimer. Là où il y en a plus. Les Allemands, ils vont pas être d'accord avec ça. Et puis quand on connaît un petit peu l'histoire... Juste d'un mot, Bruno, vu le monopole de marché, je pense que tu peux y mettre un tout petit peu de commande publique dirigée, même Bruxelles laissera passer. Mais bien sûr parce que ce sera 10-15%, ça va. On a un oligopole. J'ai plaidé pour ça depuis très longtemps. Un mot encore, Luc, et puis non, c'était juste pour dire qu'en plus, quand on comptait l'histoire d'Octave Klaba, de l'entrepreneur, des valeurs qu'il sous-tend, honnêtement, on le rappelle, arrivé de Pologne dans une 4L avec son père. Le gars est juste incroyable. Moi, je le connais bien.
c'est formidable. Il faut faire bosser des gens comme ça. Tout à fait. Évident. Ils se poseraient moins de questions, les Américains. Tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Arrivé de C'est sûr Pologne qu'on est des bisounours, nous. et hébergé dans les Ça, c'est sous-sols de Free. Ouais. Il dormait, Xavier Niel raconte qu'il y avait ce gars qui dormait dans sa cave Ouais. devant ses premiers racks et il dit mais il s'en va jamais en fait. Il est toujours là. Self-made man. Et donc c'est là qu'il s'est dit qu'il allait filer un coup de main. Ouais, parce que j'ai envie que vous parliez de politique aussi et je me disais en regardant, Bien, ça. hein, alors non, Les mais, Français, on aime bien ça. en regardant cette histoire de Zemmour. Donc tout le monde parle de son bouquin, machin, qui se vend, etc. Et tout. Le gars a pris un risque entrepreneurial quand même. Donc on rappelle, il a un éditeur, je crois que c'est Albin Michel, hein, j'avais noté ça dans un coin, qu'il a lâché. Et il l'édite, alors pas tout à fait à compte d'auteur, mais quasiment à compte d'auteur, quoi. Donc ça veut dire qu'il a pris un risque entrepreneurial. Et Macron, qu'on le veuille ou non, de 2016, il a En Marche, c'est quand même aussi un risque entrepreneurial. C'est-à-dire qu'à un moment, le gars, il part de rien et tout. C'est pas en train de dire cette culture de l'entrepreneur, etc. et tout, c'est pas en train de gagner un peu la politique, quels que soient les camps dont on parle. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Écoute, c'est un sujet intéressant. Je ne l'ai pas posé de la même manière. Je pense que c'est plutôt un risque de vie. À un moment donné, quand Macron il prend sa direction, il est à un moment donné, il dit j'y vais pas. Mais au pire, il va retravailler. Tu vois, Voilà, un risque entrepreneurial, c'est un risque de vie. Ah oui, tu veux dire ça, ouais. Ce que je veux dire, d'accord. c'est que au pire, Macron, avec tout le respect que j'ai pour ce qu'il a fait, c'est marrant, ton sujet, je l'ai fait 1h30 à table hier. Donc, le sujet Zemmour et le sujet. Voilà. Donc, mais on peut rebondir. Et si tu veux, le risque. On a 10-12 minutes encore. Le risque, c'est de se dire, voilà, quand Macron il le fait, il se dit, voilà, il parle avec des gens, ils lui disent, t'as une chance sur 2, peut-être même une sur 3, mais elle existe, c'est maintenant, c'est pas maintenant, voilà. Et puis après, il repart chez Rothschild où il fait autre chose, mais je pense Enfin, qu'il c'est en a le pas cas fait. de beaucoup d'entreprises, ça, quand D'accord, même. mais c'est pas des Bismarck, nous, on le fait, c'est pas un risque de vie, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, comme tout va plus vite, le mec, il a plus envie de faire 25 ans de politique pour arriver à quelque chose. Ouais. Voilà, c'est tout ce qui a changé. L'autre jour, j'ai regardé, vous avez peut-être fait attention à l'émission sur Balladur, Chirac et tout. Putain, la politique, elle a tellement changé. Et c'était en 95. Ouais. Donc c'est pas si vieux, Non. en 2021. Ouais. Et le monde a changé au niveau de la politique. Tu vois, les codes, les manières. Je dis, mais j'étais déjà vieux presque en 95. Tu vois. Non, mais tu te dis que Mais quand c'est tu vois vachement l'émission intéressant. sur les deux, Ouais. tu te dis, mais c'est fou. Donc je pense que il y a peut-être une notion d'entrepreneuriat, mais je pense que les mentalités ont clairement changé sur la rapidité de vouloir accéder aux choses. Voilà, et je pense que Zemmour, les mecs se disent c'est maintenant ou jamais, j'essaye pas, et puis on verra bien, et puis s'il y va, il ne retournera pas, s'il y va pas, il ne retournera pas, et s'il y va, il tentera sa chance. Je pense que c'est lié à la société dans laquelle on vit. Ouais. Voilà, on n'a plus la même patience. Moi, j'ai quand même des gens qui me disent est-ce que je me présente? Je dis mais personne ne te connaît il y a un an. Ouais, mais peut-être que je fais ci, je fais ça, je pèse tant, j'ai envie. Voilà, c'est une nouvelle approche de. Et donc une désacralisation aussi totale de la fonction. Bah, complète. Complète. Ah, complète. Mais ça fait longtemps. Enfin, ça fait déjà. Ça vient de ça. Ça vient de tout. oui. Maintenant, on se prend en photo, on fait des selfies toutes les secondes avec le président, on lui tape des hugs, on lui parle mal. C'est normal maintenant. C'est dramatique, mais c'est normal. Oui, C'est dramatique. Tu penses que c'est dramatique? ça tristouné, ouais, un petit peu moi. Ouais, moi je trouve ça un petit peu triste qu'il n'y ait pas. Je pense que. Manteau d'hermine, non, tout ça, machin non, mais et je tout dis pas là. qu'il devrait avoir 10 gardes du corps autour et puis accéder aux humains. Je dis juste que je pense qu'on a un peu désacralisé la fonction. Je pense, mais des politiques, je veux pas en faire là sur des avis, mais certains, ils sont pour quelque chose. On a eu des présidents qui l'ont bien désacralisé la fonction. Ils n'ont pas besoin de grand monde, mais moi, président, tu vois, je resacraliserai un petit peu la fonction. Bon, enfin, celui d'avant l'avait bien désacralisé aussi quand même. Ah, hein, je avec n'ai ses pas donné lunettes de nom. soleil, J'ai pas donné de nom. voilà, Ah ben, je n'ai pas dit que je n'ai pas donné de nom. Mais voilà. Et celui d'avant, non mais parce que quand même, et celui d'avant, donc on tombe sur Jacques Chirac. Alors peut-être qu'elle était sacralisée dans sa tête, la fonction, parce qu'il a eu tant de mal à gagner, mais il n'en a rien fait. Non, mais ça, c'est un autre débat, ce qu'il en a fait. Il reste ben non, dans c'est la pas un tête autre des débat. Français, il reste C'est-à-dire dans la tête que- des Français un président de la République. Ah oui. Ah ouais, moi je crois oui. que Chirac Oui. reste quelqu'un. Ah oui, Ce qui mais est regarde, intéressant ah oui, avec mais les regarde. Français, parce que Oui, oui. c'est décorrélé des résultats et de ce Ah qu'ils oui, mais c'est le décrochage du Et pays. d'ailleurs, oui. Ah non, mais puisque c'est tu veux le faire de la décrochage du politique, pays, mon gars. Si tu veux faire de la... Non, si on peut tous dire ici, pour autant, j'espère que sera rendu à Macron ce qui a été fait. Je le pense, vraiment. J'espère que les gens ne vont pas décorréler parce qu'ils vont trouver une nouvelle personnalité de mois avant, parce que Mais t'as la réellement, réponse. je l'aurai au mois Bon, on d'avril. sait rien. Alors là, Je l'aurai au mois le d'avril. jeu. Non, moi je suis Ah, pas le persuadé jeu. de ce Ah non, mais je parle pas des élections. Ah ben lui, il parle des élections, lui. Non, d'accord, mais ça va être un faible Moi, pourcentage de gens qui vont choisir, etc. Donc, Moi, de manière très Mais claire, est-ce que globalement les gens pensent de Macron, est-ce qu'ils vont lui accorder le crédit de ce qu'il a fait Tu crois que non? Non. Globalement, collectivement, non. J'espère, et c'est pour ça que... Il suffit de Même si- 23-24%. Non, mais même s'il peut être réélu, il sera probablement. Ouais, Mais c'est je ça. pense que là, on devrait, parce que si tu parles des corrélations Chirac 100% alignées, pour autant, Macron, il y a eu du boulot, quoi. Il y a eu des choses de faites, enfin. Bon, et les promesses tenues. Enfin, Les amis,
J'adore, j'achète. J'adore. Moi, je soutiens à 200%. Zemmour entrepreneur, là, alors, qu'est-ce que tu dis? Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on observe, c'est le fait que ça pose la question de peut-on continuer à avoir des politiques à vie, des gens qui font carrière en politique à vie? Moi, je ne crois pas. Je crois que non. Je pense que ça va disparaître assez vite. Et finalement, c'est la disruption des carrières politiques qu'on est en train d'observer. Et je pense que c'est très sain, moi, en réalité, d'avoir une oxygénation entre le monde des affaires, le monde du politique ou le monde de l'éducation ou d'autres mondes, et que ça bouge, et qu'on ne puisse pas imaginer qu'on va faire carrière, qu'on puisse être carriériste en politique. Moi, je suis très suspect par rapport aux carrières en politique. Je ne vois pas tellement comment on peut avoir des avis extrêmement précis sur les sujets, sans goûter d'autres choses, sans avoir d'autres expériences, sans acquérir une certaine forme de sagesse. Et donc, je vois ça, moi, de manière assez positive dans la disruption du politique au sens large. Voilà. Et à ceci près que, je te donne la parole, Bruno, bien sûr, on a le temps, on est bien là. Ouais. À ceci près que, alors je vais faire plaisir à Jean-Philippe parce que c'est l'un de ses héros, là, Bruno Le Maire. C'est un ami. À ceci près que, il faut pouvoir parler à l'administration. C'est-à-dire, la grande force du quoi qu'il en coûte, c'est qu'il y avait un gars à Bercy qui a tordu le bras de tout le monde. Voilà. Quoi. Personne ne bouge. J'aime quand tu le reconnais. Ah, obligé de le reconnaître. Voilà. Et ça, si tu veux, l'un de ses prédécesseurs, par exemple Moscovici, n'aurait jamais eu cette capacité-là. Donc, je peux te dire que c'était 18 heures par jour à tordre le cou à tout le monde pendant. C'était incroyable. Voilà. C'était incroyable. Oui, après, on parle aussi de courage. Hein, je pense. Oui, mais quand même de professionnalisme politique. Il faut. Je suis d'accord, mais ça, quelle que soit l'alternance politique, on doit pouvoir créer un hub qui permet d'utiliser l'administration de la façon la plus opérante possible. Et si pour ça, il faut avoir 20 ans de Bercy derrière soi ou être... Ouais, t'as raison. Inspecteur des finances. C'est triste. Enfin, je veux dire, on ne va pas s'en sortir, quoi. On va jamais réformer l'État, pour le coup, parce que ne pourront mener les réformes que les gens issus de ce corps-là. Donc on est toujours dans le corporatisme et la lourdeur de cet État. Je pense que c'est pas viable. C'est pas viable dans le monde dans lequel on rentre, qui est complexe, qui est violent, qui est très innovant. Il faut fonctionner différemment. Je suis entièrement d'accord avec l'idée, mais il me semble que un pays tellement centralisé comme le nôtre, où il y a tellement de choses qui se passent, c'est le problème. On en revient mais toujours à ça. Je sais pas, moi je me suis amusé aussi de t'entendre, en disant putain, mais moi c'est ma raison d'être professionnel. Ah non, Bruno. Non mais il faudrait pas. Je le déconseille. Mais à chaque fois j'en arrive à la conclusion, mais je serais incompétent. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de succès de gens qui viennent du monde des entrepreneurs, pourtant qui étaient bons. Parce que c'est un monde en tant que tel. Et Thierry Breton. À piloter ce truc. Une des rares exceptions, Thierry Breton. Ouais, mais apprendre à piloter ce truc, tu vois, donc je sais pas si cette perméabilité est si facile. Il travaille aujourd'hui. Il faudrait commencer par décentraliser. Pardon de parler de mon expérience là-dessus, mais je pense que plus que jamais, ce qui a fait le succès de ce gouvernement dans cette crise de Covid et la gestion, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi proches du monde des entreprises. Oui. Jamais on a pu parler aussi facilement à un ministre, on a pu le croiser, on a pu lui expliquer quelque chose, on a pu lui redire, on a pu l'appeler à 23h, c'est du jamais vu. Moi qui suis passionné et assez proche de la politique depuis assez longtemps, ça n'existait pas depuis ce gouvernement. Ça n'a jamais existé. Avant, c'était faux, c'était dit, on tape, salut quartier, formidable. Voilà. Tout était fake. Aujourd'hui, c'est réel, c'est sincère. On est dans la... Voilà. Moi, on m'appelle pour me dire, tu penses quoi de ça? Tu penses vraiment? Tu connais un tel là-dedans? Il faudrait que j'ai un avis là-dessus. Ben, voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ça nous rend responsables, ça nous rend opérants, ça nous rend utile et jamais la fonction, je crois d'ailleurs que, pardon, mais Bruno qui est encore une fois un ministre exemplaire, et c'est un homme d'État, je le considère comme un homme d'État, et je le soutiens parce que je considère qu'il a fait un boulot remarquable. Je pense qu'on a une chance inouïe de l'avoir eu pendant cette période. Je le répéterai autant que, voilà, parce que, mais oui, parce que, mais ça, je témoigne que tu es constant là-dessus. Mais parce que c'est vrai. On en parlait avant le Covid ensemble. Parce que quand tu vois ce qui a été déployé, la manière et la rapidité, je suis sur, voilà. Et puis toute son équipe. Donc je pense que, absolument, et toutes ces équipes, évidemment. Et je termine juste là-dessus. Je considère aujourd'hui que je sais, pardon, je me suis perdu dans mon sujet. C'est pas grave, c'était super intéressant. La professionnalisation. Oui, non, professionnalisme. Je considère qu'il faut un mix, en fait, de... parce que je rebondissais sur Zemmour, parce que tu pars de Zemmour. Mais je pars de Zemmour, en disant qu'aujourd'hui... Mais je veux redire un truc. Il y a un mix, et je te donne je ne sais pas si ce que tu voulais dire sur le fait qu'aujourd'hui, ça se disrupte, tout va tellement vite que tout le monde doit changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, un Bruno Le Maire, il connaît par cœur le fonctionnement politique, il connaît par cœur les organes de fonctionnement,
Et je pense qu'on a eu un coup de chance inouï de l'avoir l'économie au moment qu'on a vécu. Voilà. Exactement. Est-ce que Je suis entièrement un d'accord. plus novice serait arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, connaît serait pas fait trop la balayer. politique, il serait fait balayer. Voilà. Donc, je crois que c'est voilà. Après, c'est ça. T'as 3 costards qui rentrent dans le bureau, tu dis Monsieur le ministre, on peut pas. Ah ben non, on peut pas. Voilà. mais Et si le gars il se lève pas pour dire on va le faire. et même les vieux de la vieille te disent la même chose. Ouais, Te disent, mais on bien se fait sûr. bloquer par le système, Bien on est sûr. pilonné par ceux d'en dessous qui, eux, droite comme gauche ou peu importe, sont les mêmes parce qu'ils n'ont jamais bougé en dessous et ils sont là depuis 20 ans. Et donc, il faut des gens d'expérience aussi, Encore une mais qui sont expression. des vrais hommes d'État, il n'y en a pas beaucoup. Encore une expression trumpienne qui a été ridiculisée. Moi, j'ai même des trucs à dire sur les faits alternatifs. Hein. Même ça, je trouve que c'est intéressant. Mais l'État profond, c'est intéressant. L'État profond, il existe. Ah oui. Voilà, C'est vrai. C'est vrai. Il ne France, sert plus pas qu'ailleurs. forcément des intérêts complotistes. Il sert ses propres intérêts. Voilà, il sert ses propres intérêts. Mais du coup, on n'a pas Tu parlé voulais de dire, Zemmour. hein? Tu voulais dire quoi sur Zemmour? Ouais, Non, Ça tu voulais m'intéresse, dire un moi. truc sur Zemmour, toi. Moi, Zemmour, ça me fascine, ce mec. Qu'a priori, j'aurais complètement rejeté, méprisé, parce que c'est pas du tout le style, les valeurs, etc. C'est quand même, je trouve, moi, le seul qui mette des sujets sur la table, qui débattent, qui Non, ait il des met idées. un sujet sur la table. Alors, non, pas qu'un, non, il en met surtout un. Il a mis Mais- les mais sous-marins. pas qu'un, Il il commence a- à en mettre un deuxième. Non, Bah, c'est quoi en le fait, deuxième il en a même plusieurs, mais sur un prisme. Mais attends, j'en connais qu'un, moi. C'est Non, quoi il y le a pas que deuxième? l'immigration, il y a Bah aussi si. la culture de la France, il y a aussi. qui est Pareil. pas la même- Non, qui est pas la même chose. Bah si, c'est la conséquence. Mais peu importe. Moi, je D'accord. trouve qu'il a un débat à un niveau intéressant. Il a une culture inouïe. Ah ben c'est ça. Alors, c'est sur un prisme unique, mais je pense que la plupart des autres, ils n'ont même pas un prisme sur lequel ils ont un débat au niveau intellectuel requis. Voilà, donc moi, je trouve qu'il fait du bien pour ça, et c'est pour ça qu'il existe. Même si je ne sais pas ses idées. Ouais, Moi, non, je mais... trouve bien qu'il existe. Non, non, mais moi, j'en hein, veux énormément moi, aux je peux te dire oppositions que- de ne pas aider Macron à s'améliorer encore en le challengeant, en essayant. Oui, c'est ça. Non, moi, j'en Ouais, veux bon, énormément. C'est ton Ok. côté penser contre soi-même, Oui, etc. Pour oui. progresser. Oui. Il faut Bon, rien c'est se la refuser différence comme entre débat. celui qui est occupé 20 heures par jour et l'autre qui commence à, qui a le temps de relire encore 4 fois les mêmes livres et de venir faire de la télé. Enfin, Ok, Macron, il est un peu ok, occupé, non, quand mais- même. mais- Non, non, mais bien quand t'es les sûr. mains dans le cambouis, Mais- c'est... Ouais, enfin, je l'ai vu à la télé. C'était quand avant-hier là. Zemmour Zemmour. Sur les soirs. Pour une fois. Non, mais non. Pour une fois, il y avait une interview intéressante où on arrêtait de passer une demi-heure à lui demander si elle allait être candidat. Et on lui disait tiens, au fait, la justice, faut combien de magistrats Ouais. Il sait pas combien il y en a. Tiens, au fait, le réchauffement bien sûr, climatique, bien on fait sûr, quoi et ça tout va être ça Il n'en très sait rien. rapidement. Ah bah oui, Très il rapidement. ne sait Et rien. après, il apprend vite. Et sa réaction qui est de dire on s'en fout, il y a des sujets beaucoup plus importants, ça viendrait, c'est complètement bidon, c'est complètement. Mais évidemment, Après, évidemment. après, Intéressant. Après, ce que j'appelle l'étude d'opinion chauffeur de taxi, genre 5 sur 5, j'en parlais ce matin au bureau, 5 sur 5 me dit je vote Zemmour. Mais bien sûr. Ouais, mais Non, non, chauffeur non, de taxi. D'accord, camarade. c'est... Il y a beaucoup de gens. C'est de Ah, en moins en moins. politique, Tu sais, alors en quand j'ai politique, ça commencé arrive. dans le métier, quand j'ai commencé dans mon métier, Tu veux dire au c'était siècle déjà, d'avant bien sûr au siècle d'avant, 1987, 1987. D'ores et déjà, c'était. On va arrêter avec les chauffeurs de taxi. C'était en 1987, tu vois, où c'était la source. Tu débarquais, j'étais grand reporter, tu avais le papier. Là. Le chauffeur de taxi m'a dit que non, on va arrêter. Non, quoi. mais je Voilà, trouve tu vois. qu'il prend une place qui est... Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la place qu'il peut prendre. Voilà, moi je suis assez... Ah ben, c'est Marine Le Pen qui a Ouais. intérêt de pas sous-estimer. Non, non, évidemment, mais la droite aussi, de manière plus large. Mais oui. Plus large, peut se Mais poser oui. des questions, parce que Mais comme oui. il apprend vite et qu'il est brillant et qu'il est... Voilà, il peut... Je pense qu'il y en a beaucoup chez Mais même, Mélenchon même une qui partie ne de seraient la pas gauche opposés. extrême, Mais oui, ouais. mais oui. Ouais, je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je pense que c'est un vrai sujet. Après, je pense que pour nous tous autour de la table, on n'a qu'un intérêt, c'est de faire que Macron soit président de Ça, on a 22. compris. Voilà, mais Jean-Philippe. je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres intérêts. je crois. Bon, attends, mais franchement, si tu te retrouves avec le candidat de droite centriste, UDF Bontin, là, qui... No comment. Oui, mais enfin, bon, ça ferait une vraie différence, tu crois? Bon, ben on en reparlera. Enfin, en tous les cas, sur plein de sujets, je peux dire qu'il y a un nombre de choses non, mais si on parle des entrepreneurs, l'IS qui va passer à 26% cette année, promesse de campagne, ça fait 20 ans qu'on est là, qu'est-ce qu'on paye On a l'IS le plus cher d'Europe, c'est scandaleux. On arrive à 26% d'IS, on l'a rêvé, on l'a... Bon, c'est quand même miraculeux. Il va falloir que je travaille le programme de Bertrand et de Pécresse. Ça va pas être cool pour t'apporter la contradiction. On n'aurait pas changé d'avis dans un mois. Non, exactement. Les amis, merci à tous. J'ai adoré et nous, on se retrouve demain. Avec grand plaisir.